Notre-Dame-des-Landes, est-on près du dénouement? Et puis, est-ce que la fracture territoriale, tant reprochée au président de la République, eh bien, va se creuser ou au contraire diminuer? Et puis, il y a cette polémique sur ce nouvel antisémitisme. On va en parler avec Nicolas Forissier, qui est député de l'Indre, Les Républicains. Dans une région qu'il connaît bien, qui est celle de Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs. Non, pas tout à fait. Pas à côté. Pas très loin. Pas très loin. Alors, est-ce que cette ZAD, vous avez quand même suivi la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, est-ce que vous pensez qu'il y a bon espoir qu'on en sorte? Je pense qu'il est absolument impératif qu'on en sorte. Oui. C'est un test, c'est le premier des tests pour le président de la République et pour Édouard Philippe singulièrement, puisqu'il a été assez en avant sur ce dossier-là. Si l'État ne rétablit pas l'ordre, d'une part, Ouais. et l'équité, d'autre part, c'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui s'installent sans droit ni titre sur des territoires agricoles Ouais. avec une vague feuille de papier qu'on remplit alors que d'autres agriculteurs ailleurs en France sont obligés de faire des dossiers énormes, Ouais. et de justifier qu'ils ont accès au foncier, si on n'a pas, de ce point de vue-là, le rétablissement de l'équité, je pense que les Français le jugeront très mal. Vous avez été secrétaire d'État à l'agriculture, Oui. donc vous savez ce que c'est que de faire les démarches pour... c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué d'avoir accès au foncier pour un jeune agriculteur. C'est compliqué de constituer ses dossiers pour les dotations jeunes agriculteurs, pour ensuite construire sa carrière. On a plein d'obligations, beaucoup trop de normes à appliquer, quelque part. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, si, à l'inverse, à Notre-Dame-des-Landes, parce que vous avez des gens aussi sympathiques fussent-ils, qui ont tout simplement décidé de récupérer des terres sur lesquelles ils n'ont pas de droit ou pas de titre particulier, et qu'on laisse faire, eh bien je pense que ce sera très mal ressenti. Il faut rétablir l'état de droit. On peut après discuter. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des projets, entre guillemets, d'agriculture alternative qui s'installent là, mais dans les règles qui sont celles qui s'appliquent à tout le monde. Est-ce que l'État, le pouvoir, doit employer la manière forte si jamais, justement, il n'arrive pas à... Mais je sais pas, enfin, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ils ont été, le président de la République a été élu pour ça. Il s'est engagé à ce que ce pays soit bien gouverné, et bien qu'il le fasse. Les Français ne comprendraient pas, et c'est pour ça que c'est un test très important pour M. Macron, de même que le fait de tenir bien et bon sur la réforme de la SNCF, de même que le fait de rétablir l'ordre dans les universités. Ce sont des tests de court terme qui sont essentiels pour le président de la République. S'il ne va pas jusqu'au bout et s'il ne rétablit pas l'état de droit, je pense qu'il aura beaucoup de mal ensuite à continuer son quinquennat. Alors il y a 4 agriculteurs dont les terrains avaient été préemptés pour la construction de cet aéroport. Est-ce qu'ils doivent, puisqu'ils ont été indemnisés pour ça, est-ce qu'ils doivent rendre leur indemnisation pour récupérer leurs terres? Ah ben ce serait logique, oui. C'est logique, d'accord. Vous étiez pour l'aéroport, vous? Moi, j'étais pas tant que ça pour l'aéroport. Je trouve que le gouvernement, en tout cas, a eu raison de trancher. Je reconnais ça au président de la République et au Premier ministre. Je suis plutôt favorable à ce qu'on utilise les plateformes existantes, y compris celle de Châteauroux dans l'Indre. Et c'est pour ça que vous parliez de la région proche. On a des aéroports, je pense à Tours aussi, mais il y en a d'autres, dans tout ce Grand Ouest, qui sont au fond totalement sous-utilisés. Pourquoi vouloir construire un nouvel aéroport alors qu'on ferait mieux d'avoir des liaisons très rapides en termes de TGV, par exemple, qu'on pourrait utiliser ces autres aéroports pour désengorger les plateformes parisiennes qui sont trop engorgées. Je veux dire par là, il faut qu'on essaye d'imaginer une autre façon d'aménagement du territoire national. Châteauroux doit être relancé? L'aéroport de Châteauroux? J'en suis convaincu. On y travaille localement. Moi, je suis au conseil d'administration de cet aéroport. Je vois bien comment ça se passe. Ça avait fonctionné du temps des Allemands, des Américains. Et des Américains, surtout. Oui, il faut le relancer. Pourquoi? C'est une des plus grandes pistes d'Europe, et en tout cas de France, qui peut accueillir n'importe quel gros porteur à pleine charge. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? C'est au cœur de la France. Les Américains ne sont pas installés là par hasard. Vous militez pour ça? Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire surtout, c'est que dans ce pays, il faut qu'on reconquiert nos territoires. Plutôt que d'imaginer des trucs énormes comme Notre-Dame-des-Landes, en tout cas c'est mon opinion, peut-être qu'on aurait mieux fait, c'est un peu ce que m'a proposé le gouvernement, donc là aussi on va voir s'ils le font vraiment, mieux fait d'utiliser ce qui existe déjà, de l'améliorer. Vous avez des plateformes aéroportuaires sur tout le grand ouest de la France qui pourraient, au fond, en étant bien articulées les unes entre les autres, répondre à la demande de la croissance du transport aérien. Alors, beaucoup disent que dans ce pays, il y a une fracture territoriale, notamment entre les villes, les territoires ruraux. Vous êtes plutôt un élu de ces territoires ruraux. Est-ce qu'elle est réelle, cette fracture? J'ai un peu le sentiment qu'elle est en train de devenir vraiment réelle. Elle se creuse avec Emmanuel Macron? On dit que c'est le président des villes.
Moi, je ne vais pas, polémiquer, utiliser des propos trop définitifs. Mais ce que j'observe quand même, c'est que le président de la République, il fait un peu de marketing. Il va dans une classe rurale au milieu de la campagne et il essaye de dire qu'il s'occupe du monde agricole et du monde rural. Mais ça n'est que du marketing. Fondamentalement, toute la logique de la réforme telle qu'elle est conduite aujourd'hui, du gouvernement de la France tel qu'il est conduit par le président de la République, c'est une logique de personnage de métropole, une logique d'élite parisienne, et au fond, on donne vraiment le sentiment, y compris dans les faits, qu'on ne fait pas confiance, on le dit souvent aux corps intermédiaires, mais plus spécifiquement à la ruralité, au territoire. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis 9 mois que le président de la République est là, moi je lui reconnais la volonté de bouger la France, d'essayer d'aller de l'avant. J'espère qu'il va le réussir, mais en même temps, pour le coup, je suis sidéré de voir qu'il y a eu toute une série de gestes qui ont brutalisé la province, lesquels, le monde notamment rural. Vous savez, quand vous avez la baisse des dotations, un certain mépris affiché à l'égard des élus locaux, des mesures qui sont au fond des engagements qui n'ont pas été tenus, je pense par exemple pour les conseils régionaux l'été dernier, la baisse des contrats aidés qui ont mis une sacrée pagaille dans l'organisation des rentrées scolaires dans les écoles communales, etc. Et puis que vous rajoutez des mesures aussi symboliques qui s'additionnent les unes aux autres. La hausse de la CSG, bien sûr, mais aussi la hausse du diesel, qui est beaucoup utilisé dans plus le les monde 80 rural. km/h. Le 80 km/h qu'on impose d'en haut sans aucune concertation et sans même faire... Enfin, nous, les Républicains, on a proposé de laisser les présidents de département avoir une marge de manœuvre pour maintenir certaines routes sous réserve qu'elles soient effectivement aux normes des anciennes nationales à 90 km/h, ça aurait été un geste. On aurait dit, on fait confiance aux élus locaux. Même pas. Je l'ai proposé au Premier ministre, il m'a dit non. Bon. Donc on a une série de mesures qui donnent le sentiment, au fond, que le monde rural, bah écoutez, c'est loin, on ne s'en occupe pas. Au fond, il y a une espèce de brutalité. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de fracture. Mais moi, je vais plus loin. Je pense qu'il n'y a surtout pas de stratégie de reconquête du territoire. Et c'est vrai, d'une façon générale. Ça passe par où ? Mais ça passe évidemment par un effort majeur sur le numérique. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. C'est-à-dire installer la numérisation de tout le territoire. Oui. C'est ce qui permet au monde rural et à la province, d'une façon générale, au fond, de basculer vers l'avenir, ce qui lui donne toutes les chances possibles d'être au moins aussi accueillante que les grandes villes et les métropoles. Il faut qu'on sorte dans ce pays de la logique des métropoles. Il faut qu'on essaie de repenser le logiciel d'aménagement du territoire. Pour avoir une société plus harmonieuse, il faut sans doute que la population soit plus répartie. Alors c'est un long débat. Il faut que le monde rural fasse sa part du chemin. Moi, je ne suis pas pour une ruralité pleurnicharde. Il faut qu'on fasse le boulot, nous, de notre côté. Mais il faut aussi que l'État et les régions fassent leur part du chemin. Laurent Wauquiez, à la tête des Républicains, c'est le bonhomme à la bonne place, comme on dit, en français ? Il a été élu par près de 75% des voix. Et vous le sentez sensible au discours que vous tenez, là ? Oui, bien sûr que je suis sûr. Enfin, en tous les cas, il laboure le terrain. Oui. Mais encore une fois, ce n'est pas un positionnement politique. Moi, je considère que ce n'est pas pour tacler M. Macron qu'on parle des territoires. C'est parce qu'il y a effectivement une fracture qui s'est vérifiée concrètement et parce que je pense qu'il n'y a pas de vraie logique de reconquête des territoires, de sociétés plus harmonieuses. Ce n'est pas simplement faire des routes. C'est avoir un peu moins de monde dans les grandes villes, un peu plus de monde dans le monde rural pour avoir une société plus harmonieuse. Est-ce que ce n'est pas un vrai projet à 20 ans ? Vous pouvez mettre dans cette boîte, entre parenthèses, dans cet ensemble, la stratégie sur l'agriculture. Il n'y a aucune stratégie sur l'agriculture dans ce pays aujourd'hui. Aucune. Et ça fait partie d'une vision différente de la France que nous essayons de construire aux Républicains. Je disais en introduction l'antisémitisme, un nouvel antisémitisme. Il y a des pétitions qui ont circulé. Aujourd'hui, ce sont des musulmans et notamment des imams qui répondent à une pétition en disant, en reconnaissant cet nouvel antisémitisme d'origine islamique. Est-ce que vous trouvez que maintenant on dit les choses comme il faut ? Sur ce sujet ? Oui. J'ai l'impression que oui. On progresse ? Oui. Enfin, plus il y aura de transparence, plus on osera, taper du poing sur table. J'ai vu récemment des inaugurations dans certaines villes, d'élus de tous bords d'ailleurs, notamment à Poitiers il n'y a pas longtemps, sur cette thématique. Moi, je suis très inquiet, effectivement, qu'on puisse retrouver des relents d'antisémitisme qui sont le fruit d'autres aujourd'hui que ceux d'hier, pour parler prudemment, mais qui ont le même objectif, désigner une partie de la population, un bouc émissaire. C'est extrêmement grave. Donc il faut
il faut que la République soit très très ferme. Ça dépasse totalement les sensibilités politiques. D'ailleurs, l'appel qui a été signé par les uns et les autres, il est issu de toutes les sensibilités politiques. C'est vrai. On est avec Nicolas Forissier, le député LR de l'Indre, et on continue avec vos questions, chers internautes, et Jérémy Pontieux qui nous a rejoint dans le studio. Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Forissier. Bonjour. Alors j'avais une première question qui était sur Emmanuel Macron, puisqu'il est en visite actuellement aux États-Unis, notamment pour parler du sujet du nucléaire iranien. Et Max 44 lui dit ce n'est pas un petit président français qui fera changer d'un iota la politique de Donald Trump. Est-ce que vous pensez également que nous n'arriverons pas à faire changer, infléchir Donald Trump ? Moi, je pense que, d'abord, c'est pas un petit président français. Je trouve que, alors je vais être franc, je suis dans l'opposition, mais je pense que Emmanuel Macron a rétabli quand même l'image du président de la République française, a rétabli l'image de la France sur le plan international, et on ne peut pas lui enlever ça. Et il parle d'égal à égal à M. Trump. Deuxièmement, si on veut que la France pèse, et c'est vrai en Europe comme c'est vrai à l'égard des États-Unis, il faut déjà qu'elle fasse le ménage chez elle. Donc la question de la dépense publique, dont on parlait tout à l'heure, je crois, la nécessité de faire vraiment les réformes et pas simplement le marketing de possibles réformes, ça, c'est la condition nécessaire pour pouvoir peser à l'international et singulièrement en Europe. Plus de 200 parlementaires de sensibilités différentes ont signé une tribune qui appelle le gouvernement à mener un grand plan vélo. Là-dessus, Guébard 72 nous dit que c'est un plan ambitieux, mais ce qu'il ne faudrait pas d'abord réparer les routes saccagées. C'était quelque chose que vous partagez? Vous pensez que c'est une priorité? Je partage ça, d'autant qu'on parlait du monde rural tout à l'heure. Moi, je veux bien qu'on aille bosser tous les jours de la Châtre à Châteauroux en vélo, mais ça va devenir quand même compliqué. Ouais. Donc c'est sympa le vélo. Les routes sont en mauvais état, les routes secondaires? Celles du département de l'Indre sont bien entretenues, je le dis, parce que le département a fait son boulot depuis des années, mais c'est un problème de moyens. Donc, je suis en train de faire une proposition de loi qui va au-delà de la proposition qui consiste à faire confiance aux élus locaux et à leur permettre, aux présidents de département, de maintenir le 90 km/h sur les grands axes de liaison des départements, quand les critères de sécurité sont réunis. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait, au-delà du débat parlementaire nécessaire, auquel pour l'instant on n'a pas eu le droit sur ces questions, il faut qu'on ait aussi la création d'un vrai fonds, sorte de fonds Marshall, pour en quelques années remettre en état nos routes, compléter les équipements de sécurité routière. On pourrait peut-être imaginer que les bénéfices des sociétés d'autoroutes, qui sont considérables, puissent contribuer pour partie à ce plan Marshall de la rénovation routière, et qu'on aide les communes ou les départements à mettre de la peinture, à mettre des glissières de sécurité, à refaire des tronçons de route qui aujourd'hui sont dangereux. Ce qui se passe avec les routes, c'est exactement ce qui se passe à la SNCF. On a privilégié les grands axes et puis on a laissé tomber le reste. C'est à peu près ça. Et en plus, on a privatisé les sociétés d'autoroutes sans trop... ça, c'était du temps de la droite d'ailleurs. Oui, je le regrette, sans trop garder absolument des recettes qui aujourd'hui pourraient être... Il y a d'autres moyens d'en avoir une partie. Dernière question. Alors un peu particulière. Alexandre Nadal-Udjo nous dit sur Facebook: qu'avez-vous pensé des propos du footballeur Karim Benzema qui affirme qu'il refuse de chanter la Marseillaise car il considère cette dernière comme un appel à faire la guerre? Est-ce que ça vous choque? Ça me choque beaucoup parce que la Marseillaise, c'est pas un appel à faire la guerre, c'est le chant national, c'est au fond derrière les mots l'appel à se battre pour la paix, ce qui est très différent. Et M. Benzema, je ne parle même pas de ses salaires, mais s'il veut jouer dans l'équipe de France, s'il veut être un joueur qui représente la France, il faut qu'il chante la Marseillaise. Il y a un minimum quand même. Il y a un minimum. Ça aussi, ça fait partie de la remise en ordre, entre guillemets, que les Français attendent de la part du gouvernement et du président de la République. Voilà, c'est dit. Nicolas Forissier, merci. Merci d'avoir répondu à des questions. Merci ces internautes. Merci Jérémy Pontieux. Vous en êtes fait le médiateur. Merci. Et à demain pour de nouvelles aventures.